Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour des Flandres édition 2023. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette course, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Top et flop, comme d'habitude, il n'y aura pas de bilan des Bleus parce que bon, les Français sont un petit peu passés à côté sur cette course. On parlera que d'un Français dans cette vidéo, même si on parle d'un autre francophone. Et puis on va un petit peu revenir sur ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Je pense qu'il y a plein de coureurs dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le redire également. On peut en parler voilà, dans les commentaires. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également, et si vous avez les moyens, faire un super thanks pour soutenir la chaîne. EPS 2.0, c'est sur Spotify. Et puis TikTok également. Alors j'ai pas fait de débrief rapide du Tour des Flandres, j'ai fait un débrief à la mi-course, mais voilà, pour tenter de faire la vidéo le plus vite possible également. Et on fera un débrief également de la moto ce soir, on fera un débrief du Grand Prix du dimanche. Tour des Flandres 2023, l'édition la plus disputée. Ça, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas à tortiller, hein, comme on dit. C'est-à-dire que vraiment, ça a couru, ça n'a jamais débranché de la journée. C'est-à-dire quasiment dès le départ, il n'y a pas eu d'échappée pendant très longtemps. Il a fallu attendre, je sais pas, 140 km, quasiment 160 km de course pour avoir une échappée. Rien qu'une échappée. Qui a pris 5 minutes 30 d'avance, mais en très peu de temps, parce que l'écart s'est également réduit très vite pour cette échappée. Il y a eu une course où il y a eu énormément de chutes, et il y a eu quasiment pas de moment de pause, je dirais entre 90 et 60 km de l'arrivée, où il y a eu un moment d'accalmie dans le peloton. Mais on a roulé donc à 44 à l'heure, c'est l'édition la plus rapide, en sachant que la précédente édition la plus rapide c'était 2000 ou 2001, je ne sais plus. 2003 pardon, même plutôt, et qu'à l'époque il y avait 269 km, donc 6 km de moins. Il y avait je crois aussi un peu moins de monde à l'époque sur le Tour des Flandres, mais surtout c'était 43,5, là on a fait 44 de moyenne, hein. Donc c'est vraiment un gros écart dans cette moyenne de course qui a été extrêmement rapide aujourd'hui du côté de cette course autour d'Oudonard, dans le final où ça n'a jamais vraiment débranché. C'était très nerveux, il y a eu beaucoup de chutes, notamment pour des coureurs qui ont fait des erreurs, on reviendra là-dessus. Et oui, un vainqueur qui rentre dans l'histoire. Cette édition historique a plusieurs titres, parce que vous avez un coureur qui gagne déjà son deuxième monument, son troisième, pardon, monument, même Pogačar. Vous avez peut-être le premier coureur depuis Eddy Merckx quand même, qui gagne à la fois le Tour et cette épreuve qui est quand même très spécifique. Donc c'est voilà, Pogačar il rentre dans l'histoire en termes de palmarès. Il y a même le journaliste qui lui a dit à la fin lors de l'interview, vous êtes dans l'histoire. Il a dit ah oui, maintenant je peux être fier le jour où je prendrai ma retraite, mais c'est déjà le cas. C'est vrai que Pogačar, hein, quand vous regardez le palmarès aujourd'hui, il y a quand même peu d'épreuves où il est passé à côté dans sa carrière, et il a toutes les plus belles. Toutes les plus belles. Il manque quoi? Un Giro aujourd'hui. Voilà, sur les grands tours, il manque le Giro, la Vuelta, mais il ne manque pas grand-chose, même sur toutes ces courses-là. Donc vraiment impressionnant de la part de Pogačar, et puis réussir à s'adapter sur des terrains aussi différents, à être performant sur des terrains aussi différents. Alors certains vont dire c'est la forme physique, pas seulement. Là, il faut avoir l'intelligence de placement. Très souvent, il était quand même mieux placé que Van Aert, que Van Der Poel pendant la course. Et par rapport à ces deux-là, je pense qu'il a économisé à certains moments de l'énergie, même si à un moment il est dans une bordure, il est dans la bordure à cause d'une chute. Et une chute qui se déroule dans la première partie de peloton. Il a su éviter les problèmes, ce que n'a pas réussi à faire Van Aert, ce que n'a pas trop réussi également Van Der Poel. Et puis de temps en temps, il faut de la chance. C'est vrai que Van Der Poel, à un moment, il n'a pas eu de chance. Lui, il a eu ce petit moment de chance de ne pas avoir de problème mécanique pendant la course. Mais bon, il a été très fort. Et puis, je dirais que c'est un peu justice, parce que
L'année dernière, il s'était tellement planté dans le dernier kilomètre. Il avait tellement tout bien fait jusque dans le dernier kilomètre, où vraiment, il avait échoué lamentablement dans le dernier kilomètre, que c'est un peu comme pour Laporte avec le Grand Prix E3, et à un moment tu te dis, il y a presque une justice à ce qu'il gagne cette course, parce que voilà, il a tout bien fait, mais il a encore tout mieux fait que l'année dernière, et déjà qu'il avait été deuxième, enfin qu'il avait été pardon quatrième, mais qu'il était dans le duel pour la victoire sans avoir beaucoup d'expérience sur cette course. Avec un an d'expérience en plus, on a vu à certains moments, il se place correctement, et par exemple avant le Molenberg, il était bien placé comme Julien Lafilippe, mais en plus lui il avait les jambes, contrairement à Julien Lafilippe, donc c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Je vais pas parler de Soudal Quickstep dans la vidéo, le petit point Soudal Quickstep peut-être, ils sont ni au top ni au flop. Certes, ils gagnent pas la course, mais au moins ils ont été acteurs de cette épreuve. Ils ont tenté, ils ont mis Tim Merlier devant. Ensuite, ils ont bien suivi avec Casper Asgreen, qui était un peu plus en forme que les fois d'avant. C'est peut-être intéressant pour Paris-Roubaix. Il y a peut-être une petite montée en puissance pour Casper Asgreen. Ils étaient mieux placés. Bon, après, voilà, quand t'as pas les jambes, t'as pas les jambes. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu Sénéchal, par exemple. On l'a vu un moment, mais un court moment avant le Molenberg, et après il a un petit peu disparu. Julien Alaphilippe, on l'a peu vu aussi, hein, c'était aussi un moment du Molenberg. Mais au moins, ils ont été un peu plus acteurs de la course que d'habitude. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose de la part de Soudal Quickstep. Et au moins, ils mettent un coureur dans le top 10. Casper Asgreen finit 7ème, ce qui n'est pas arrivé souvent sur les classiques flandriennes. À part Ballerini qui avait fait top 10, sinon c'était un peu un échec, donc voilà, vraiment plutôt une très bonne chose de la part de Soudal Quickstep, même si c'est sûr que vu les coureurs qu'il y a dans cette équipe et vu l'expérience qu'a cette équipe, une 7ème place c'est pas vraiment satisfaisant, je dirais, mais au moins ils ont été acteurs de la course, au moins ils ont fait un peu mieux que d'habitude du côté de cette formation. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! 4 coureurs au top. Il y a 4 flops, 4 tops. Voilà, aujourd'hui. J'ai fait. Et même dans les flops, il y en a un que j'ai pas mis, mais j'ai hésité. Dans les coureurs top, bien entendu, le vainqueur du jour, Tadej Pogacar. De toute façon, on parle du top 5 de la course, donc ça va aller assez vite. Pogacar, il rentre dans l'histoire, mais il a super bien couru aujourd'hui. Comme je disais auparavant, toujours plutôt bien placé. Ils mettent aussi Trentin devant. Ça, c'était une super idée. Il fallait mettre un coureur dans ce groupe-là. Et ils ont mis un bon coureur. Contrairement à Jumbo qui a mis Van Hooijdonk alors qu'il aurait peut-être mieux fallu en mettre un autre. Autant, eux, oui, ils ont mis le bon coureur pour aider Pogacar, même s'il n'a pas énormément roulé. Après, il a fait le job quand il a fallu rouler, même s'il n'a pas beaucoup roulé, encore une fois, Trentin, mais il a fait le job. Et puis ensuite, oui, il était toujours bien placé, et puis il était fort aujourd'hui. C'était le plus fort. Moi, j'avais des doutes par rapport à la force de son équipe. Je m'étais dit, son équipe, elle est quand même pas exceptionnelle. Si Jumbo fait une grande course d'équipe, ça peut être compliqué. Ou si Alpecin fait une grande course d'équipe. Sauf que ces deux formations-là sont quand même passées à côté. Alors d'un côté il y a eu un grand Van Der Poel, de l'autre côté Van Aert était un peu moins bien, mais c'est vrai que Jumbo fait pas une grande course d'équipe, et du côté de Van Der Poel, le fait d'être obligé de rouler derrière la bordure, il a souvent été en contretemps quand même en début de course. Van Der Poel, ça lui a coûté très cher, je pense, dans le final, et notamment au niveau des équipiers. Et Pogacar, pourtant j'ai eu des doutes quand j'ai vu Tim Willems tomber. Je me suis dit, ah merde, putain, c'est Willems. Voilà, je me suis dit, bon, il reste Trentin, il reste Mikkelberg, et t'as pas grand monde d'autre. Ouais, mais Berg, il a fait un super boulot avant le vieux Quarmont. Il a été utilisé au bon endroit aussi, parce qu'après, de toute manière, il pouvait plus continuer. Berg, donc il a fait le job à ce moment-là, et ça décante la course sur le deuxième passage du vieux Quarmont. Et puis après, Pogacar, il a fait le job. Il a fait le job aussi au bon endroit. Il connaît ses qualités, il se connaît très bien. Il savait qu'il fallait qu'il sorte dans le vieux Quarmont. Il est tout donné dans le vieux Quarmont, quitte à être limite dans le Paterberg, parce que c'est vrai que dans le Paterberg, il gagne pas de temps par rapport à Van Der Poel. Mais il a été au-dessus à ce moment-là. Il a attaqué, il a mis ses cartouches au bon endroit, au bon moment. Et sur une course où tu as 44 à l'heure, de toute manière, tu ne peux pas avoir 150 cartouches.
Et puis Trentin, bah, il a fait le job aussi, le travail d'équipe, parce qu'il fait partie de ceux qui ont lancé l'attaque à 100 km de l'arrivée, l'un des premiers à tenter l'attaque. Donc vraiment, voilà, c'est une bonne course de la part de UAE, et pourtant, pas un gros collectif, on va dire. Il y avait des coureurs qui n'étaient pas très forts dans cette formation. Oui, mais les coureurs forts, ils ont utilisé à bon escient ce que n'a pas pu faire Van Der Poel et ce que n'a pas fait la Jumbo aujourd'hui. Et ça, c'est bien dommageable. Et donc Pogacar, bah oui, il rentre dans l'histoire. Ça va être, enfin voilà, maintenant ça fait partie des plus grands coureurs du cyclisme. Pour ChatGPT, ils pourront le mettre dans le top 10. Parce que j'ai vu qu'il y en a des qui ont marqué ça sur Twitter, qui ont tenté de marquer les 100 meilleurs coureurs du monde, fait par ChatGPT. Et je peux vous dire qu'il y a des belles surprises, notamment un Bradley Wiggins, je crois qu'il est 3e ou 4e. Et je crois c'était Pogacar qui était en dehors du top 50, ou Van Der Poel, je sais plus. Je crois que c'était Pogacar qui était super loin. Je me suis dit, mais ChatGPT, c'est pas encore l'avenir, hein, l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que la réflexion, elle ne connaît pas. Et c'est la différence avec l'être humain. Et pas encore pour tout de suite qu'on va être remplacé par les robots. Van Der Poel, le deuxième coureur au top. Oui, bah, Van Der Poel, il manque pas grand-chose pour aller chercher Pogacar, mais physiquement, je pense qu'il était similaire à Pogacar, voire peut-être même un peu plus fort que Pogacar. Par contre, problème de Van Der Poel, c'est que il a deux gros soucis. C'est que déjà, en début de course, ils font 25 km à rouler à fond, ce qui fait que Kragh Andersen est cramé à ce moment-là et qu'il a jamais vu Kragh Andersen avec lui, alors que Kragh Andersen est un homme important dans les courses précédentes. Donc ça déjà c'est un premier contre-coup et c'est vrai que c'est dommageable pour Van Der Poel. Et puis ensuite, bon, des moments il n'était pas très bien placé parce qu'il surveillait un peu plus Van Aert que Pogacar. Et puis il y a le problème mécanique au pied du Taillenberg. C'est sûr qu'il est obligé de faire un gros effort à ce moment-là. Il revient fort dans le Taillenberg, sauf que c'était compliqué. Et puis il est tombé sur un Pogacar qui était fort parce que Van Der Poel, je pense que dans le Paterberg, il n'aurait pas été lâché par Pogacar. Sauf que la différence entre une montée de 400 mètres comme le Paterberg et une montée comme le Vieux-Coirmont qui fait 2 bornes, elle est là, c'est que 2 km, c'est pas 400 mètres, c'est-à-dire que c'est un effort beaucoup plus long. Et autant sur 400 mètres, 500 mètres, Van Der Poel, il aurait pu même battre Pogacar parce que c'était bis repetita de Milan-San Remo. Autant là, sur un effort plus long, Pogacar, il est au-dessus de Van Der Poel en ce moment. Et oui, Van Der Poel, il n'a pas pu jouer sur ses qualités de cyclo-crossman, de VTTiste à ce moment-là. Et pourtant, là aussi, j'ai eu peur pour Pogacar, c'est que quand on voit le passage du Vieux-Coirmont, je me dis, le premier passage du Vieux-Coirmont, donc à 150 km de l'arrivée, un truc comme ça, je sais plus, c'était vers midi et demi. Quand vous voyez l'état du Vieux-Coirmont, vous dites « Ouf, les pneus n'adhèrent pas, ça glisse dans tous les sens, ça va être compliqué. » Et puis heureusement, le vent a séché les pavés très rapidement. Et ce qui fait que dès le deuxième passage au Vieux-Coirmont, c'est-à-dire 130, 70 bornes après, 80 bornes après, les conditions étaient beaucoup plus sèches et ça a aussi aidé Pogacar, parce que peut-être que dans des conditions plus boueuses, il aurait eu un peu plus de mal que Van Der Poel et Van Aert pour adhérer sur la route. Mais du côté de Van Der Poel, il a eu le problème mécanique au mauvais endroit, pris parfois dans des cassures, pas très bien placé sur la première partie de course. Du côté de Van Der Poel et cette énergie-là qu'il a dépensée, que ses équipiers ont dépensé, c'est peut-être ce qui lui a manqué à un moment pour mettre un homme dans le groupe de devant ou pour être aidé par Kragh Andersen beaucoup plus. C'est dommage, mais Van Der Poel, ça reste le spécialiste du Tour des Flandres. Il faut jamais le sous-estimer, quoi. Moi, je pensais que ça serait Pogacar qui serait le troisième larron. Je pensais que la bagarre, ça serait entre Jumbo et Van Der Poel et que Jumbo arriverait à s'en sortir avec la force de son équipe. Ce qui n'a pas été le cas. Et du côté de Van Der Poel, dommage. Je pense vraiment le problème mécanique au Taillenberg, ça lui coûte de l'énergie beaucoup. Parce que Taillenberg, ensuite c'est Hurton. C'est le Kreuzberg plutôt. C'est Houton, plutôt que Hutton. Après le Kreuzberg, et là ça s'enchaîne quoi. Et l'effort qu'il a fait à ce moment-là, il souffre ensuite derrière dans le Kreuzberg. Et forcément, dans le Vieux-Coirmont, qui est pas encore très loin derrière, ça devient compliqué pour Van Der Poel. Voilà, dommage pour le coureur néerlandais. Nelson Poles,
top 5 pour une première participation au Tour des Flandres, alors qu'il n'avait pas foutu les fesses sur les pavés avant à travers les Flandres. Moi, je trouve ça pas mal quand même. Pas mal du tout pour Nelson Poles. Il y a une belle génération pour les Américains sur ces courses-là, avec également Sheffield, avec Jorgensen. Mais Poles, ouais, impressionnant. Et puis, là aussi, l'intelligence de partir en éclaireur. Parce que s'il reste avec Pogacar, Van Der Poel dans le gros du peloton, je suis pas sûr qu'il fasse 5e, parce qu'il est obligé de frotter à ce moment-là. Ça peut être compliqué pour lui. Mais chez EF, on avait mis un mec devant. Et puis ensuite, Poles, il fait vraiment le job. Il fait le job correctement. Il se dit, j'attaque, voilà, je suis dans le groupe à 100 km de l'arrivée. Le groupe prend de l'avance. Et ensuite, il prend pas trop de relais. Il tient bien la route jusque dans le final. Voilà, dans le sprint, il tombe sur un meilleur que lui. Mais il fait vraiment une belle course, hein, encore une fois, Nelson Poles. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre de terrain, c'est vraiment une très très belle performance. Donc bravo à Nelson Poles, et on espère le revoir l'année prochaine beaucoup plus sur ce type de classique. Gros début de saison. Poles va falloir quand même s'en méfier pour les Ardennaises, hein, parce que là on va pas le voir sur Paris-Roubaix, à part surprise. Par contre on va le voir sur les Ardennaises, et là EF ils peuvent faire mal, et lui il peut faire mal. Je pense notamment sur l'Amstel ou sur Liège, peut-être un peu plus compliqué pour lui sur la Flèche Wallonne, mais il risque quand même d'être impressionnant, Nelson Poles, sur cette course. On poursuit, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Poles, à part que c'était très bien et que c'est une belle perf, hein, pour lui. Avec Mats Pedersen, que dire de Mats Pedersen? Il a tenté de la faire à la Bétiole. Voilà, de partir presque en facteur à un moment sur une phase de course qui n'était pas très difficile. Il a fait une grosse résistance quand même. Après, dans le Vieux-Coirmont, il ne peut pas accrocher la roue de Pogacar, mais c'était trop dur. Et puis, il se fait reprendre par le groupe derrière. Donc, c'est quand même pas évident. Quand vous êtes parti en éclaireur, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et il arrive quand même à finir 3e. Et pourtant, c'est lui qui attaque à 114 km de l'arrivée la première fois. Il se fait déjà rattraper. Il réattaque à 100 km de l'arrivée. Là, ça part. Il réattaque à 30 bornes de l'arrivée. Ça part, mais il se fait reprendre ensuite. Il se fait récupérer par le groupe derrière. Il finit quand même 3e du sprint devant Van Aert, alors qu'il se part de loin. Et Pedersen, il va falloir s'en méfier sur Paris-Roubaix, parce que vu la course qu'il a effectuée aujourd'hui, sans avoir en plus une grande formation trek qui a été pris dans les chutes aussi aujourd'hui, chapeau monsieur Pedersen, parce qu'il a vraiment été très 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 impressionnant sur cette épreuve. Mats Pedersen, vraiment il a été très solide, et il est tombé sur un plus fort que lui. Il savait qu'il y avait des coureurs qui étaient plus forts que lui, mais il a failli les avoir, et pendant très longtemps on pensait même que 3 minutes d'avance, l'écart plafonnait. C'est juste que derrière, on préparait les grosses hostilités. Et bravo, monsieur Pogacar. Aujourd'hui, il a été... bravo, monsieur Pedersen, pardon. Aujourd'hui, il a été impressionnant. Et il a fait une sacrée belle course pour vraiment gagner pour faire la 3e place, sur ce monument. Pas gagné, mais sur Roubaix, il faudra s'en méfier, de Mats Pedersen. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, la Jumbo-Visma. Alors certes, Van Aert n'était pas le plus fort aujourd'hui. Après, on peut quand même se dire que sa chute, où il a failli se faire écraser par une voiture, où il avait le genou bien amoché, ça a peut-être quand même eu des conséquences sur la suite de sa course à Van Aert. Même si sur le Grand Prix E3, c'était le 3e larron dans les monts, donc il n'était pas au top. Peut-être aussi que son placement, dans beaucoup de zones, il n'était pas très bien placé, mais il n'était pas très bien placé aussi parce que collectivement, la Jumbo a rarement été très bien regroupée. Il y a un ou deux moments où vraiment la Jumbo fait un gros forcing avant un secteur pavé, notamment au moment où l'écart est à 5 minutes et ils reviennent genre à 4,20 en 4-5 km vraiment très rapidement à 80 bornes de l'arrivée, où ils font un gros effort. Il y a un autre moment aussi où ils sont bien placés. Mais par exemple, avant le deuxième passage sur le Vieux-Coirmont, ils sont complètement désordonnés, il est obligé de se replacer tout seul, avant le demi-tour. Et puis pareil dans le final de la course, où Christophe Laporte, il était un peu juste. Mais en fait, au Van Hooijdonk, on ne le fait pas redescendre suffisamment tôt. Donc s'il fait que Van Hooijdonk, qui aurait dû bosser beaucoup plus tôt. On attend que l'écart soit presque de 15 secondes pour le faire bosser. Van Hooijdonk, non, il fallait le faire rouler beaucoup plus vite.
le larguer beaucoup plus vite. Surtout qu'on sentait bien qu'il n'était pas à top, Van Hooijdonk, pour aider son coéquipier. Et là, il fait pas le job, Van Hooijdonk. Laporte était un peu juste, je pense, aujourd'hui. Et puis, derrière, chez Jumbo, on est passé... Tige Benoot, on l'a très peu vu, au final. On aurait dû plus le voir. Et pourtant, il finit 13e de la course, Tige Benoot. Parce qu'ils font 4, 11... donc 11 pour Van Hooijdonk, 13 pour Benoot, 14 pour Laporte, 42 pour Van Dijk. On a vu un petit peu Affini. Van der Sande, c'est vrai qu'il revenait de sa chute, donc c'était pas facile. Il aura manqué Tratnik aussi dans le collectif, je pense. Mais quand même, je trouve que ça a été très compliqué au niveau collectif aujourd'hui pour la Jumbo. Ils sont passés à côté, notamment quand il y a Van Hooijdonk. Van Hooijdonk, faut qu'il aide Van Aert. Je suis désolé, faut qu'il fasse ce job pour Van Aert. C'est pas lui le leader. Van Hooijdonk, il n'a pas les qualités pour être performant sur le vieux Quarmont. Donc c'est à lui de faire le travail. Ils sont passés à côté collectivement. Alors certes, Van Aert était peut-être pas le plus fort, mais je trouve que Jumbo collectivement, ils sont passés à côté. Et puis Laporte, il était peut-être un peu fatigué d'à travers les Flandres aussi, où il avait fait pas mal d'efforts. Et puis peut-être que le Tour des Flandres convient moins également à Laporte, parce qu'il y a quand même 2100 mètres de dénivelé positif. Et je regardais, je trouve que Laporte, il a pris de la masse musculaire au niveau du haut du corps. Il est plus massif qu'avant, me semble-t-il. Je l'ai trouvé plus massif, ou soit le maillot était plus moulant. Mais voilà, 2100 mètres, ça commence... sur des enchaînements en plus de petites bosses, il fait pas de cyclocross, Laporte. Donc c'est moins dans ses qualités peut-être que Roubaix, le Tour des Flandres. Sur Gand, il y a moins de pavés. À travers les Flandres, il y a moins de kilomètres de pavés. Il y a moins de monde que sur le Tour des Flandres. Là, en plus, je pense que du côté de Van Aert, il y a aussi une question psychologique. Au bout d'un moment, on peut se demander la question. À chaque fois qu'on l'attend, Van Aert, à chaque fois, il échoue. Quand il gagne Milan-San Remo, c'est presque à un moment où il fait partie des favoris, mais il n'est pas archi favori. Là, sur ce Tour des Flandres, il est archi favori. Enfin, il fait partie des gros favoris. Il passe à côté. Au championnat du monde, la même chose. C'est pas une question de gros objectifs, parce que sur le Tour de France, il s'en sort, malgré des gros objectifs. Mais c'est une pression à domicile qu'il n'arrive pas à gérer. Quand il court à domicile, on a l'impression qu'il se met encore plus à pression, qu'il n'arrive pas à gérer cette pression supplémentaire qu'il a en Belgique. Et là, c'est vrai qu'il passe à côté. Parce que je pense qu'il s'est mis trop de pression aussi. Et puis c'est vrai que peut-être que la chute, mais la chute elle est aussi due parce qu'il était mal placé. Il était mal placé parce qu'il y avait aussi un mauvais collectif. Donc principalement l'équipe Jumbo est passée à travers. Et puis du côté de Van Aert, il avait peut-être des moins bonnes jambes, mais je pense que la chute a peut-être pas aidé. Puis peut-être un trop de pression, et puis peut-être que le collectif qui était pas top à côté de lui, ça a pas aidé non plus. Je continue avec un coureur de la Bahreïn Victorious. C'est Philippe Masseyouk. Philippe Masseyouk qui a été mis hors course après avoir causé la chute de Tim Wellens, notamment. C'était à 150, 143, 145, je ne sais plus kilomètres de l'arrivée précisément, je n'ai pas noté le kilométrage. Une énorme chute où vous avez Tim Wellens. Tim Wellens, vraiment, je pense qu'on ne va pas le revoir tout de suite. Je suis pas sûr qu'on le voit sur les Ardennaises, parce qu'il s'est quand même pris un énorme taquet, notamment au niveau de la tête. Je pense que voilà, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une période de 3-4 semaines où on va pas le voir, Tim Wellens, de convalescence. Alors déjà, je rappelle que normalement on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs, mais on ne roule pas sur les bas-côtés, surtout quand c'est humide. Et surtout, quand on le fait, on ne provoque pas une chute derrière. Mais c'est complètement stupide d'avoir décidé de remonter à cet endroit-là. Alors oui, c'est excusé derrière sur Twitter. Mais bon, c'est bien de s'excuser, mais ça aurait été encore plus con de ne pas s'excuser. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il ne s'était pas excusé? C'est le minimum de s'excuser dans ce genre de situation. Pour les coureurs qui vont avoir 4-5 semaines de convalescence, pour les équipes qui ne vont pas avoir ces coureurs-là, c'est le minimum de la part de Masseyouk. Pour moi, il doit avoir une suspension. C'est une conduite irresponsable de la part de Masseyouk. Il provoque en plus une énorme chute à cause de sa conduite irresponsable. C'est une non-maîtrise de son véhicule, on pourrait presque dire ça comme ça. Et pour moi, oui, c'est d'une stupidité.
c'est d'une stupidité. Je trouve déjà que quand les coureurs vont sur les bas-côtés, normalement la route elle est suffisamment large pour que tout le monde passe. Donc quand on va sur les bas-côtés, c'est une prise de risque et ça crée souvent des vagues. Là en plus, il y avait un énorme trou, il va dans l'herbe complètement alors que c'est humide. C'est complètement irresponsable de sa part. Alors oui, c'est excuse, mais pour moi l'excuse ne suffit pas et j'espère que l'UCI interviendra pour le suspendre. Mais bon, avec l'UCI, je me fais pas trop d'illusions parce que je rappelle Molano avec Hugo Page, il n'y a rien eu. C'est plus facile de taper sur Nasser Bonny, j'ai l'impression que sur d'autres coureurs. Donc je ne crois pas à des miracles de la part de l'UCI, qu'il y ait une suspension pour ce coureur-là. Pourtant, vu la chute qu'il a provoquée, pour moi, avec son comportement irresponsable, pour moi c'était très dangereux. Je voudrais également notifier la tactique des DSM. Là aussi, pour moi, ça mériterait une pénalité, une amende, la tactique des DSM, parce qu'ils savent très clairement qu'en faisant cette tactique-là, c'est-à-dire en ralentissant en haut du mont, mais vraiment en ralentissant, ils ont fait du surplace. Hein. C'était pas je ralentis, je baisse un peu de rythme pour voir s'il y a un autre coureur, une autre équipe qui passe devant. Non. Pour moi, le fait de vouloir faire du surplace à cet endroit-là de la course, de manière ostensiblement, ils l'ont fait de manière exprès. Pour moi, ça doit être une pénalité financière pour l'équipe. C'est un comportement qui, pour moi, bon, déjà, est pas très fair-play, mais encore, j'ai envie de te dire que dans le sport, on n'a pas toujours un comportement fair-play pour gagner. Le fair-play et le sport, ça va pas toujours ensemble. Mais pour moi, c'est surtout là encore un comportement dangereux, un comportement qui peut conduire à des chutes, qui peuvent nuire à la sécurité du coureur. Et pour moi, une fédération sportive et les commissaires sportifs doivent prendre en compte la sécurité des coureurs. Je l'avais dit notamment au moment où Alaphilippe s'est pris 5000 francs suisses ou 500 francs suisses, je ne sais plus, c'était 500 francs suisses parce qu'il avait enlevé le casque, et j'avais dit je comprends tout à fait les commissaires parce que ils doivent prendre en compte la sécurité des coureurs et enlever le casque, c'est très dangereux en roulant. Et bien là pour moi c'est autant j'avais pas compris par contre pour le coup de l'huile sur la chaîne. Parce que la probabilité, vu la quantité d'huile que tu mets, faut mettre de l'huile quand même pour que ça glisse au sol. Hein, faut mettre quand même une petite couche sur le goudron. La probabilité, en plus, que tu mettes tes deux roues sur la petite traînée d'huile, et ça serait vraiment pas de chance. Alors je veux bien qu'on puisse le faire qu'une fois par course. On pourrait dire ça, qu'on le fasse qu'une fois par épreuve. Mais bon, en termes de dangerosité, là c'est moyen quand même. Enfin, je trouve que la pénalité est un peu stupide. Et après, ça a été une pénalité financière. Donc après, bon, il y a des points UCI. Mais là, je trouve que du côté de la DSM, ça mériterait également de sanctionner. Parce que pour moi, c'était une tactique qui était très dangereuse. Je continue avec Guilherme. Grosse chute dans un moment de haute tension. Lui aussi, Guilherme, hein, je pense qu'il va y avoir un petit moment... on va pas le voir sur le vélo. C'est un très mauvais mois de mars pour Intermarché. Enfin, mars, là, 2 avril, hein, mais bon, le mois de mars n'a pas été facile. C'est vraiment une période très compliquée. Guilherme, depuis Tirreno, et déjà Tirreno, c'était pas exceptionnel. Vraiment, il passe à côté. Cette campagne de Flandrienne a été catastrophique pour lui. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Et puis, en plus, s'ils perdent Guilherme, ils perdent déjà Adrien Petit, Tennyson. Ils ont perdu également Hugo Page. Je crois que c'est mononucléose pour Hugo Page. Ça fait quand même beaucoup de coureurs en moins chez Intermarché. C'est dommage parce qu'après leur énorme début de saison en janvier, mi-février, ils étaient quasiment en tête du classement UCI. Et bien là maintenant, ils passent un petit peu à travers dans ce mois de mars. Ils sont rentrés dans le rang. Mais c'est même plus que rentrer dans le rang. Ils sont même bien descendus dans la hiérarchie. Et là, cette période de classique a été extrêmement compliquée pour l'équipe belge. Vraiment, ça a été très très compliqué. Et puis la Guilherme, énorme chute. Qui va, je pense, avoir voilà, une grosse période de convalescence pour Guilherme. Même au départ, on ne le voyait pas trop bouger. J'avais vraiment peur pour lui. Puis après, on l'a vu se relever, se redresser au sol. Donc ça, c'était rassurant. Enfin, rassurant, ça veut dire que voilà, il n'y avait pas un choc plus important que ça. Mais du côté de Guilherme, ouais, gros chute et il est passé complètement à côté sur cette campagne de classique. Après, c'est vrai qu'il n'avait jamais fait le Tour des Flandres non plus, donc au niveau du placement, c'était pas l'idéal, vu que l'année dernière, à ce moment-là, il était de retour en Érythrée après sa victoire sur Gand
Wevelgem. Et puis on termine avec Valentin Madouas. Bah ouais, faire un monument malade, c'est pas l'idée du siècle. Des problèmes gastriques pendant la nuit et en plus vu comment c'est parti fort, 48 de moyenne sur les 2 premières heures de course, bah forcément ça a été impossible pour Madouas de tenir. Il a tenté de se cacher, il a tenté d'essayer de voir si ça allait mieux et puis bah non, ça a été pas mieux. C'est dommage pour le français parce que cette campagne de classique là aussi ça n'a pas été facile pour lui. Il y a eu du bon et du moins bon. Alors oui, à travers les Flandres, la Flandre pardon, il était un peu mieux. Sur les autres courses, c'était parfois un petit peu compliqué pour Madouas, parfois pas toujours dans le bon timing, parfois malade aussi, hein, Valentin Madouas. Et là, de nouveau malade en 15 jours de temps. C'est vrai que c'est pas top pour le coureur français, pour le breton. Bon, ensuite, on va le revoir, on espère, en forme sur les 3 Ardennaises, peut-être même sur la flèche Brabançonne. Ça pourrait être également une bonne idée pour le coureur français d'aller sur la flèche Brabançonne. Et puis, il sera également présent voilà, sur les 3 Ardennaises. Il ne fera pas Paris-Roubaix. Ça me permet de notifier également le classement des autres coureurs français. Ça n'a pas été top pour les coureurs français sur cette course. Ça a été un petit peu compliqué. Alors Christophe Laporte, meilleur français, 14e. Cosnefroy, 16, qui était dans l'échappée de devant, mais qui ensuite a été lâché. Anthony Turgis, 17. Bah, il lui en a manqué. Alors, on ne l'a pas vu de la journée, Turgis. Il lui en a manqué un petit peu toute la journée. On a plutôt vu Sagan qui est tombé aussi. Mathis Louvel 27, Axel Zingler 38e. À un moment il était en tête et puis enfin à un moment il était pas en tête, il était en chasse-patate. Il a vu Pogacar de près, il n'a jamais pu le suivre et puis Julien Lafilippe 51e. Bon, on l'a vu en tête au Molenberg et puis c'est un peu le seul moment de la course, on l'a vu en tête du peloton. C'est dommage parce qu'il était bien placé toute la journée, mais je crois que là au niveau des jambes c'est pas foufou. Du côté du coureur français. Et puis des Français qui ont abandonné, eh bien, il y a Paul Orsolin, Alexis Renard, Alexis Guérin, Pierre Gauthera, Thomas Bonnet qui a tapé le genou. Là aussi, vu comment il avait mal au niveau du genou, c'est un petit peu inquiétant. Florian Sénéchal aussi a abandonné. Et Valentin Madouas. Eh bien nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le Tour du Pays Basque. Paris-Roubaix, je vais arriver à articuler en français, pardon. Paris-Roubaix également. Demain, la Moto Grand Prix. Avec également le Tour du Pays Basque. Il y a peut-être un jour où je pourrais pas faire une étape du Tour du Pays Basque. Le Tour Pays de la Loire, non, le Région Pays de la Loire Tour aussi, la semaine prochaine, enfin enseignement le Tour de la Sarthe. Et puis, oui, les Ardennaises qui arriveront aussi assez vite, la Flèche Brabançonne, voilà, il y a des belles courses qui vont arriver dans les jours à venir, donc on fera le débrief de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!